titre pour aujourd'hui. Et bien entendu, on va parler des sulfamides, notamment au Maroc. Vous connaissez mes liens d'intérêt un peu nombreux. Et juste avant de démarrer et de parler du passé, du présent et de l'avenir, je voudrais parler du passé de la prévalence aussi, où vous savez qu'on a maintenant des chiffres presque officiels qui annoncent que nous n'avons plus 7% ou 6,6% de patients diabétiques de type 2 au Maroc. On n'a pas le droit d'annoncer les chiffres officiels, mais on peut dire que c'est autour de 10%. Et donc, ça veut dire que vous avez raison aujourd'hui d'être nombreux dans la salle, puisque 10% des Marocains âgés de plus de 20 ans sont diabétiques. Ce qui est important aussi de noter, c'est que lorsqu'on fait des études, on n'en a pas beaucoup, notamment des études sur l'équilibre des patients, on se rend compte que même si on compare l'équilibre des patients marocains par rapport aux patients des autres pays, s'il y avait aussi d'autres pays, on se rend compte que l'hémoglobine glyquée, avec un objectif à moins de 7%, elle est atteinte, c'est un quart des patients, alors que globalement, dans les autres pays, ils faisaient un peu mieux que nous. Moralité, il faut travailler sur le diabète, et travailler sur le diabète, notamment en médecine de famille, dans un pays avec autant de patients et autant de population. Alors, la metformine, on n'a pas de controverse pour la metformine, on sait que c'est le traitement de première intention, on n'en discute pas. Il y a au Maroc les deux possibilités, chlorhydrate ou ambonate de metformine. Je vous encourage simplement à faire des prescriptions progressives, 500 mg par 500 mg, afin que le patient puisse tolérer le traitement. Parce qu'on a quand même encore aujourd'hui des patients qui viennent en me disant « j'ai jamais toléré la metformine ». Et en fait, c'est parce qu'ils avaient 2 grammes par jour et parfois au début du repas. Alors, pas de controverse, metformine pour tous. Là où ça change, c'est par la suite. Alors, au Maroc, lorsqu'on travaille à l'hôpital ou travaille dans les centres de santé, on n'a pas beaucoup de possibilités. Pourquoi? Parce que dans les centres de santé et dans les hôpitaux globalement, après la metformine, on n'a le choix que sur le sulfamide. Donc, que ce soit le passé, le présent et même l'avenir proche, nous n'avons que des sulfamides pour les patients qui n'ont pas de mutuelle, et du coup, les patients RAMED. Uniquement metformine et sulfamide. Ensuite, vous le savez, on intensifie en bedtime et uniquement en NPH. Et par la suite, on va choisir est-ce qu'on va aller vers le basal plus, basal bolus ou deux prémélangés. Donc, c'est un constat qui est conditionné par les ressources de notre ministère de la Santé. Je vous rappelle que nous sommes au Maroc. Est-ce qu'on va appliquer les recommandations, les consensus d'experts des autres pays? Je vais aller rapidement, vous les connaissez. On a la Fédération internationale du diabète qui a proposé comme alternative principale des sulfamides en seconde intention. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle de personnalisation, ça devient compliqué lorsqu'on propose un seul traitement de façon préférentielle. La personnalisation, elle est destinée parce que les patients sont différents. Et je suis d'accord avec la personnalisation, mais il faut personnaliser Maroc aussi, et c'est ce qu'on va faire. Alors les Français ont eu une recommandation qui proposait également les sulfamides en seconde intention, qui n'a, je pense, pas été très suivi. Il est prescrivé même en troisième intention. Et puis, depuis une année maintenant, eh bien, la Société francophone du diabète s'est rebellée. Elle a exprimé son point de vue, qui est tout à fait réaliste et logique, en disant « oui, les sulfamides doivent continuer à être prescrits, mais nous privilégions pour le moindre risque d'hypo, et notamment chez le sujet âgé à cause de l'absence de prise pondérale, des traitements comme les INDPP4. La France ayant une prévalence de population différente et une prévalence de diabète différente avec des ressources différentes. Et bien entendu, je ne vais pas détailler, on proposait également les autres alternatives. Alors l'ADA-EASD en 2015, c'était un peu à la carte. C'est-à-dire qu'après la metformine, on pouvait proposer tous les traitements. Tous les traitements, il y avait encore les sulfamides en seconde intention après la metformine, et bien entendu possible aussi en troisième intention. Ce qui est intéressant en 2018, dans l'actualisation uniquement de l'ADA, c'est qu'avec les nouvelles études de sécurité cardiovasculaire, notamment avec les glyphlosines et les agonistes du récepteur au GLP1, au Maroc, nous avons le liraglutide comme agoniste du récepteur au GLP1 et depuis un mois, l'empagliflozine également disponible. Et bien depuis l'avènement de ces études, on a proposé dans l'ADA que le patient n'était plus regardé de la même façon qu'il ait ou pas un antécédent de maladie cardiovasculaire. Et les patients avec des antécédents de maladie cardiovasculaire, on se dirige préférentiellement vers ces molécules.
en 2018, il y a quelques semaines, eh bien, il y a eu une nouvelle recommandation. Une nouvelle recommandation, je ne vais pas vous détailler la slide, juste pour rappeler que le traitement du diabète, c'est un traitement qui n'est pas uniquement médicamenteux, où la prévention, l'éducation et la diététique et l'approche personnalisée est importante. Et le travail du médecin, notamment du médecin de famille, c'est d'avoir justement cette approche avec un plan de travail avec le patient que vous allez poursuivre et qui peut évoluer dans le temps. Là aussi, vous voyez, lorsqu'on a démarré, après la première intention par la metformine, eh bien, il propose de garder, est-ce que le patient avait des antécédents cardiovasculaires ou rénaux ou pas, et en fonction, les molécules privilégiées n'étaient pas les sulfamides. Est-ce que ça veut dire que les sulfamides ont disparu? Parce qu'on parle de l'avenir. Le passé, on le sait, c'était les premières molécules à être utilisées. Le présent, on les utilise, vous les utilisez très certainement beaucoup. Est-ce que dans l'avenir, on va continuer à les utiliser? Alors là, je suis en train de parler des Américains et des Européens qui, pour les sulfamides, ont gardé des petites places, vous voyez à la fin. Ou est-ce qu'on pouvait les proposer, bien entendu, après les médicaments qui avaient prouvé qu'il y avait une amélioration au niveau du profil de morbimortalité cardiovasculaire. Quand on parle d'hypoglycémie, vu qu'ils créent des hypoglycémies, on va privilégier les autres thérapeutiques, sinon c'est pour eux. Et puis, enfin, pareil pour la prise de poids, on ne les propose en seconde intention que lorsque le coût est essentiel. Et le coût est essentiel même dans des pays européens et américains. Mais le coût est d'autant plus essentiel dans des pays comme le nôtre où nous ne sommes pas un pays riche, où il serait difficile pour nous justement de continuer à suivre des recommandations d'autres pays. Alors ce qui m'interpelle souvent, c'est de constater que mes collègues, vous n'êtes jamais dérangés lorsque vous voyez qu'il y a 2 recommandations pour les lipides dans un même pays comme les États-Unis, que les endocrinologues ne sont pas d'accord avec les cardiologues, mais ça dérange personne. Également qu'il peut y avoir l'ADA, donc l'association du diabète aux États-Unis, qui propose une prise en charge et qui peut être un petit peu différente d'autres recommandations. Mais à chaque fois qu'il y a des nouvelles recommandations sur le diabète, on me pose la question en me disant, voilà, est-ce que maintenant, nous, on doit suivre les Américains ou les Suisses ou les Européens? J'aimerais bien qu'on puisse suivre soit les Marocains, et comme vous le savez, depuis 2012, nous n'avons pas de recommandation. De 2012, c'était une copie de la DAE-ASD, mais que finalement, on doit réfléchir avec notre société, notre ministère et nos incomes, c'est-à-dire nos pouvoirs, au niveau nos pouvoirs d'achat notamment. Alors, juste avant d'y arriver, il est quand même important de rappeler que toutes les belles études qui ont démontré qu'il y avait un mieux et que ces molécules avaient donné des bénéfices au niveau cardiovasculaire, notamment glyphosine et agonisme du récepteur au GLP-1. Je vais prendre l'empagliflozine puisqu'elle existe chez nous. Rappelons quand même qu'on avait 43% des patients qui étaient traités par sulfamide à l'inclusion, et on rajoute cette nouvelle thérapie. À la fin de l'étude, on a eu 48% de patients traités par sulfamide. Donc les sulfamides ne sont peut-être pas abandonnés. Ils vont peut-être être décalés dans les indications, dans certains pays, mais ils ne sont pas abandonnés. Enfin, on a les mêmes constats lorsqu'on va avoir l'étude LEADER ou l'étude SUSTAIN, où, pareil, il y a beaucoup plus de sulfamides à la fin de l'étude versus le début de l'étude. Donc, dans ces études qui nous ont fait aimer d'ailleurs le cœur, le rein par rapport au diabète, un patient sur 2 restait traité à la fin de l'étude par les sulfamides. Peut-être qu'ils ne vont pas disparaître du coup. Et lorsqu'on regarde les études, c'est vrai que vous trouverez peu d'études maintenant qui se concentrent sur les sulfamides. Quel pays va publier une étude qui se concentre sur les sulfamides? On ne peut plus avoir d'études américaines peut-être ou européennes. J'ai regardé une étude qui a été publiée par un Sénégalais que vous connaissez et qui a regardé, en Afrique subsaharienne, une étude observationnelle sur 6 mois qui continue, dont les résultats ont montré que, oui, il y avait une diminution de l'hémoglobine glyquée lorsqu'on associe un sulfamide à la metformine, mais ça, on le savait, et puis qui, justement, doit nous détendre par rapport au risque. Non pas que les sulfamides ne font pas d'hypoglycémie, loin de là, ils font des hypoglycémies, il faut simplement savoir les utiliser, savoir titrer et également éduquer les patients.
Lorsque vous avez un patient sous sulfamide, bien entendu, il est préférable qu'il connaisse les signes de l'hypoglycémie, même si c'est peut-être que ça ne lui arrivera jamais, et également l'autosurveillance et comment on va faire. Et donc, dans cette étude, eh bien, on a eu uniquement 6 événements indésirables, dont 3 décès, et les 3 décès n'ont pas été imputables aux antidiabétiques oraux. Donc, dans ces pays comme le nôtre, et je pense qu'on devrait aussi réaliser des études sur nos pratiques quotidiennes, eh bien, il y a prescription de sulfamide en seconde intention, malgré toutes les recommandations internationales, et les sulfamides entraînent, oui, des effets indésirables, mais peut-être pas chez tous les patients, comme vous voyez. Et au Maroc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes ces recommandations, on va prescrire un minimum? Alors, j'ai regardé ce papier qui est intéressant parce qu'il détaille très clairement que les patients qui sont suivis dans des pays qui n'ont pas un haut niveau socio-économique, ici, vous voyez, au Maroc, on est low middle income, c'est-à-dire, on va ici, pardon, en vert, eh bien, ils ne doivent pas suivre les recommandations d'autres pays. Tout simplement parce que nous n'avons rien qui ressemble en termes de système de santé ni de remboursement. Et comme à titre d'exemple, ici on voit que lorsqu'on est en orange, c'est-à-dire peut-être les pays européens ou américains qui proposent, ou les Suisses qui proposent leurs recommandations, eh bien on se rend compte que nous n'avons pas le même spectre, on ne regarde pas la même chose lorsqu'on voit les guidelines et qu'on ne peut pas appliquer les guidelines d'autres pays quand on voit qu'il y a autant de différences, aussi bien au niveau cardiovasculaire, aussi bien en termes d'éducation. Les guidelines sont faits pour un pays donné, une population donnée. Et là, c'était juste pour expliquer pourquoi sont faits les guidelines. On peut avoir des guidelines basées sur le coût. C'était le cas pour l'IDF, c'était aussi le cas pour l'HAS en France. Et il n'y a pas de mal à adapter des systèmes de santé à la prescription antidiabétique. Et vous voyez ici, pour les low middle income en bleu, eh bien là aussi, les guidelines, il faut penser pour qui ils sont faits. Est-ce que c'est plutôt pour le patient, plutôt pour le système de santé? Si demain on décidait de donner à tous nos patients en seconde intention un agoniste du récepteur au GLP-1 par exemple, au lieu de traiter 10% de la population, eh bien on va traiter 0,5% de la population. Ça aussi. Et qu'est-ce qu'on fait des autres? C'est important de le noter. Alors, on a aussi des études de pharmacoéconomie qui sont venues, je vous en ai pris quelques-unes, qui parlent justement de l'importance de garder les sulfamides dans les pays comme le nôtre, avec des ressources qui sont limitées et à forte prévalence de diabète. Nous sommes des pays à forte prévalence de diabète. Et donc, il va falloir qu'on s'intéresse aux patients en identifiant chez quel profil patient nous allons donner les IDPP4, les agonistes du récepteur au GLP-1, les glyphlosines, maintenant qu'on les a, et qu'il va falloir également éduquer les médecins et travailler avec les médecins pour pouvoir identifier les patients candidats. Enfin, par rapport à la seconde intention, là aussi, c'est une étude de pharmacoéconomie qui était intéressante et qui parle justement de l'efficacité versus le coût. Et il n'y a pas de mal à parler de coût. Dans notre pays, nous parlons beaucoup de coût. Et donc, les sulfamides peuvent continuer à être prescrits. C'est à vous d'individualiser. Pour individualiser, il faut connaître tous les traitements et les profils patients. L'avantage, finalement, des associations fixes, vous les connaissez, c'est qu'il y a une meilleure compliance, une meilleure adhérence. Les patients vont prendre le traitement de façon beaucoup plus importante. Et lorsque on va se rapprocher des pays, j'ai trouvé que nous n'étions pas assez proches des Indiens. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les recommandations indiennes, mais que ce soit en termes d'antidiabétique oral ou d'insuline d'ailleurs, je pense que c'est intéressant de se rapprocher des Indiens et même d'autres pays comme l'Australie, qui ont une approche différente, avec une forte prévalence de diabète, et pour l'Inde, une des pays avec des ressources moins importantes que les pays européens. Et où justement, les sulfamides sont préférés cette fois-ci. Ils n'ont pas honte, ils préfèrent les sulfamides en seconde intention, parce que justement leur pays, c'est un pays avec des ressources limitées. Et l'exemple de candidat est important. Vous n'allez peut-être pas prescrire les sulfamides à un patient de 65 ans ou 70 ans qui est coronarien. Si vous pouvez éviter d'entraîner des hypoglycémies chez ce patient-là, je veux bien comprendre. Mais combien de vos patients sont diagnostiqués à un âge jeune, notamment les patients diabétiques de type 2 symptomatiques?
Les patients qui viennent vous voir avec un syndrome polyuropolydipsique et vous diagnostiquez à un âge jeune, vous prescrivez la metformine et les sulfamides par la suite, eh bien, vous allez pouvoir apporter un mieux à ces patients en les éduquant. C'est important de comprendre que la place des sulfamides aujourd'hui dans nos pays est là. Non pas que les autres traitements ne sont pas à prescrire, mais que les sulfamides restent dans la pharmacopée. Alors, toujours dans l'ADA-EASD, eh bien, ils ont réactualisé et ils ont mis quand même, je vous ai agrandi ici, une partie sur les pays, les situations où le coût est important. Et là, justement, après la metformine pour tous, eh bien, on propose les sulfamides ou les glitazones. Au Maroc, nous n'avons pas de glitazone, mais nous avons les sulfamides, que ce soit le glimépiride, le glyclazide, le glibenclamide micronisé, dont je vais vous parler maintenant parce qu'il est vraiment moins connu, malgré qu'on le prescrit beaucoup, et ou peut-être dans les centres de santé aujourd'hui, vous ne trouvez plus de glyclazide, de glibenclamide. Vous avez du glimépiride et pour certains du glyclazide. Donc, quand on continue même en trithérapie, ils proposent d'associer sulfamide avec glitazone. Tout ça pour vous dire que nous n'allons pas abandonner les sulfamides dans nos pays, mais même que dans d'autres pays, à chaque fois qu'on parle de coût, les sulfamides sont privilégiés. Puisque quand vous voulez traiter, vous voulez quelque chose qui est efficace. Les sulfamides, on le sait, sont efficaces. La tolérance, oui, il y a des hypoglycémies, mais peut-être qu'on ne va pas demander à baisser l'hémoglobine glyquée en dessous de 6,5%. Il y a des patients qui viennent très heureux d'une hémoglobine glyquée à 6,5% et moins de 6,5%. Sous sulfamide, peut-être que le risque d'hypoglycémie sera plus important. Donc, rehausser un petit peu l'objectif d'hémoglobine glyquée. La sécurité, ça peut être un peu le droit d'aînesse ici. On n'a pas d'étude sur les sulfamides qui va être comparable à l'étude Ampareg ou l'étude Leader, par exemple. Mais c'est vrai que nous utilisons ces produits depuis longtemps, donc depuis très longtemps. La facilité d'emploi, ça reste les comprimés et le coût. Et je voudrais revenir sur le coût, puisque le coût du traitement est important. S'il vous plaît, lorsque vous avez des patients diabétiques devant vous, diabétiques hypertendus, néphropathes, dyslipidémiques, vous avez des ordonnances assez importantes. Essayez d'estimer le coût, parce que leur proposer un traitement intéressant peut-être pour eux, mais qu'ils vont prendre un mois, et ensuite qu'ils vont abandonner avec des hémoglobines glyquées qui vont s'élever, eh bien ça nous apporte beaucoup de complications, notamment des décompensations cétosiques qui viennent directement à l'hôpital. Tout ça parce que le patient n'a pas pu assurer une longévité dans son traitement. Que ce soit les antihypertenseurs, que ce soit les antidiabétiques ou les autres traitements, essayez d'évaluer, essayez de connaître le coût du traitement. On n'est pas comme en France où tout va être remboursé. Chez nous, le patient chez qui un patient diabétique notamment, il a une ordonnance qui peut atteindre 500 à 1000 dirhams par mois. 500 à 1000 dirhams par mois si jamais il a un antihypertenseur, une statine, un antidiabétique oral ou deux. Faites attention, s'il vous plaît. 1000 dirhams, c'est la moitié du SMIC. Donc il faut vraiment faire attention à ceci et essayer de travailler avec vos patients et leur demander si ça peut continuer dans le temps ou est-ce qu'ils vont, même s'ils sont mutualistes, est-ce qu'ils préfèrent avoir des thérapies moins chères. Alors les solutions, c'est vous qui pouvez les apporter. Et les solutions, c'est simplement la sélection des patients. Essayez de trouver les patients jeunes. Essayez de trouver des patients, bien entendu les enfants, on ne va pas s'intéresser là aux enfants. Pour les adultes, prenez ceux qui ont le moindre risque, notamment par rapport aux hypoglycémies. Les seniors, oui, on doit éviter, mais quand on ne peut pas éviter, eh bien, il faut adapter l'hémoglobine glyquée. Et puis, des patients, quand vous avez des patients, notamment les patients polymédicamentés, privilégiez les associations fixes, ça peut être intéressant pour eux. Et l'adaptation et l'individualisation, elle se fait bien entendu sur l'objectif d'hémoglobine glyquée finale. Un patient âgé avec des complications chez qui je vais prescrire les sulfamides en seconde intention, je viserai peut-être une hémoglobine glyquée entre 7 et 7,5, ou le même patient, je ne serais pas dérangée s'il avait un traitement non hypoglycémiant, donc anti-hyperglycémiant, sans donner d'hypoglycémie, chez qui l'hémoglobine glyquée va être plus basse. Et la reformulation est importante. Au Maroc, nous avons plusieurs sulfamides. Nous avons aussi la glyquidone qui peut être intéressante. Et tous les sulfamides ont leur place. Il y en a certains que vous connaissez moins. Et le glucovent, c'est un traitement qui est une association fixe
de metformine, d'une matrice de metformine soluble avec des particules de glibenclamide micronisées. On a beaucoup l'expérience dans notre hôpital parce qu'on les utilise beaucoup, avec donc cette distribution de particules qui va être progressive et qui fait qu'en termes d'absorption notamment du sulfamide, lorsqu'on va comparer l'association fixe versus l'association libre, on se rend compte que déjà l'observance est améliorée parce qu'il y a moins de comprimés, mais également que l'hypoglycémie va être diminuée lorsqu'on est en association libre, fixe par rapport à l'association libre. Donc, privilégier, on a d'autres traitements qui sont aussi en combinaison, que ce soit au niveau avec les sulfamides, vous avez d'autres formulations, avec le glimépiride par exemple, mais aussi avec les IDPP4, là je sais que vous le faites de façon très pratique. Privilégiez les associations fixes lorsque vous avez une dizaine de comprimés à prescrire chez vos patients, mais surtout travailler avec eux sur leur ordonnance, pour qu'il n'ait pas soit de patients qui ne suivent pas leur traitement ou de patients qui continuent à prendre 2 ou 3 traitements de la même classe parce qu'ils ont oublié d'arrêter un autre traitement. Donc, est-ce qu'on peut appliquer les recommandations internationales aux patients diabétiques marocains? Je pense que non. Je pense que non. Vous devez individualiser. Vous devez être formé en diabétologie, peut-être mieux formé que dans d'autres situations, et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous devez prescrire la metformine pour tous, oui, mais ensuite vous devez trouver quels sont les candidats aux sulfamides, quels sont les candidats aux IDPP4, les candidats aux autres thérapies qui sont aussi intéressantes, mais même pour les assurances privées, si jamais s'ils remboursent et que vous leur prescrivez uniquement ces traitements-là, ces traitements chers en seconde intention, on risque également de ne pas avoir de remboursement de ces thérapies. Donc aujourd'hui, quand on pense coût-efficacité, eh bien, on peut penser aux sulfamides et penser à tous les sulfamides, penser à les utiliser et surtout à expliquer aux patients comment ils prennent ces traitements, s'ils oublient, à quel moment ils doivent reprendre ou pas le traitement et que faire en cas d'hypoglycémie. Voilà, je vous remercie. Je voudrais vous inviter, pour ceux qui sont intéressés, à notre colloque Ibn Sina de diabétologie qui aura lieu dans 1 an, qui est initialement destiné aux lauréats du DU de diabétologie de Rabat. Mais cette année, nous avons décidé d'élargir le public cible. Donc pour ceux qui sont intéressés, par 70% de présence, pour pouvoir assurer la formation, eh bien, je vous encourage à venir nous voir pour pouvoir continuer avec des congrès comme l'ADN, mais aussi le colloque où vous pourrez faire de la diabétologie pendant 1 journée et demie. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Hind El-Iraqi. Comme vous l'avez dit, on ne peut pas s'en passer des sulfamides, sauf qu'il faut bien savoir les manipuler. Surtout que nos patients diabétiques, ce sont des diabétiques avec des hémoglobines glycées qui sont très élevées, qui nécessitent des molécules qui agissent quand même avec une certaine puissance. D'une part. D'autre part, il suffit tout simplement de savoir déplacer le curseur, comme a dit le professeur Monnier, de quel côté, individualiser chaque traitement pour chaque personne. Remercier le laboratoire Merck pour leur sponsorisation de notre congrès. Et je donne la parole à la salle pour s'il y a une question. Voilà. Merci, professeur El-Iraqi. S'il vous plaît, une petite question à propos de la prise des sulfamides. Est-ce que vous préférez sur votre pratique quotidienne? C'est vrai, c'est en fonction du mode de vie du patient, de son âge et de son activité autre. La monoprise, c'est-à-dire un médicament, doit être pris en monoprise ou en c'est-à-dire matin et soir, ou voire même 3 prises. Alors, comme le cas de glibenclamide. C'est vrai, le glibenclamide, c'est en fonction de la durée de vie de ce médicament. Mais par exemple, sur le marché marocain, on trouve des glimépirides qui ont une durée de vie sur 24 heures et qui sont pris à 2 prises par jour, voire même glyclaside qui existe en 30 mg en monoprise ou bien en 80 mg qui existe toujours en 2 prises. Donc, qu'est-ce que vous pensez
sur ce... Alors, si Merci. jamais je peux répondre de façon courte, par rapport aux différents sulfamides qu'on a sur le marché, j'éliminerai peut-être le glyclaside 80, parce que le glyclaside 30 et 60 a prouvé qu'il y avait, qui est meilleur en termes de aussi bien d'efficacité, de risque d'hypoglycémie, mais aussi de durabilité. Ils le prennent que le matin. J'éliminerai peut-être aussi le glibenclamide seul, non micronisé, qui donne le Downhill, les Midownhill. Je ne connais pas les marques parce que je ne les prescris pas. Qui effectivement va entraîner beaucoup plus d'hypoglycémie. Pour les autres, eh bien, ça va dépendre justement de vos patients. Alors, ce qui est important, c'est de regarder le patient. Là, c'est le candidat d'emblée au sulfamide. J'aime toujours répéter, voilà, moi, si jamais moi j'étais diabétique ou quand je serai diabétique, je ne suis peut-être pas une candidate, je risque. Bon, je ne serais peut-être pas candidate à un traitement par sulfamide, ni un traitement par prémix lorsqu'on parle d'insuline. Mais ma sœur, qui est ingénieure, elle a fait l'école centrale, elle est à la maison, elle s'occupe de ses enfants. Peut-être qu'avec un rythme de vie assez standard, eh bien, les sulfamides ne seraient pas si mauvais pour elle, parce qu'elle a vraiment une vie qui est assez fixe, pas comme la mienne. Et ensuite, pareil, lorsqu'on pourrait aller vers l'insulinothérapie, on pourrait proposer pour elle des prémixés. Juste pour vous dire qu'il n'y a pas un meilleur schéma. Quand vous voulez individualiser, il faut trouver le patient candidat. Ma sœur et moi, issus de la même famille, peut-être un petit peu différents au niveau mathématique, elle est peut-être meilleure que moi, mais eh bien, on peut avoir cette indication. Comment je vais faire pour choisir le glimépiride ou le matin ou le glimépiride associé avec la metformine? Alors c'est vrai que lorsque vous regardez les études sur la pharmacocinétique du produit, lorsqu'ils ont comparé, mais ça il y a plus de 15 ans maintenant, le profil des deux produits, que vous le donnez en 2 prises ou en 1 prise, eh bien c'était exactement la même évolution. Donc vous n'avez pas à avoir peur, si c'est la peur de l'hypoglycémie par rapport à la prise nocturne. Mais c'est vrai que des traitements pareils, que ce soit l'association avec le glibenclamide micronisé ou le glimépiride en association fixe, eh bien, chez des patients maintenant au Maroc qui vont prendre des dîners copieux depuis qu'on a perdu le repas du midi, depuis qu'on ne mange plus à midi en famille, eh bien, ça marche très bien pour eux parce que justement, il y a cette postprandiale du dîner qui reste importante. Il faut travailler avec les patients pour qu'ils arrêtent de manger autant de pain le soir, mais c'est le repas familial. Eh bien, c'est peut-être des candidats préférentiels pour cette association, sans oublier quand même la monoprise. On diminue de 1 ou de 2 comprimés lorsque vous avez des associations fixes. Et ça peut être intéressant pour la compliance. Alors, merci, professeur Indra. Bientôt, Inch'Allah, pour vous voir dans d'autres communications. Il y a des papes.